Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec Damien Delseny, chef du service police-justice, nous vous racontons aujourd'hui une affaire criminelle en 6 épisodes. La tuerie de Chevaline. C'est un promeneur à vélo qui a fait la macabre découverte vers 15h50 cet après-midi. Une fusillade au fond d'une vallée de Haute-Savoie, 4 morts pour un massacre commis en plein jour, presque sans témoins, et le début d'une longue enquête aux multiples pistes. Les victimes ont été découvertes sur les hauteurs du lac d'Annecy. Bienvenue dans notre série Les fantômes de Chevaline. Troisième épisode sur 6. Le mercredi 5 septembre 2012, sur le parking d'une petite route de montagne située à quelques kilomètres de Chevaline en Haute-Savoie, une fusillade éclate. 4 personnes sont tuées, un cycliste français et 3 touristes anglais, membres d'une même famille, assis à l'intérieur d'une voiture. Il y a 2 rescapés, 2 petites filles de 7 et 4 ans. Indemne, la plus jeune n'a pas pu donner d'éléments capables d'orienter l'enquête. Hospitalisée dans un état grave, la plus âgée n'est pas encore en mesure de parler. Les premiers soupçons des gendarmes se portent sur un autre cycliste. Il est le premier à être arrivé sur la scène de crime et, coïncidence étonnante, il est lui aussi de nationalité anglaise. William Brett Martin, âgé de 53 ans, est britannique d'origine néo-zélandaise et il vit à Brighton, en Angleterre. Pendant 3 ans, entre 2006 et 2009, il est venu régulièrement en vacances dans un camping à Doussard, une commune limitrophe de Chevaline. Puis, tombé amoureux de la région, il a fini par y acheter une maison. Elle se situe sur la petite commune de La Tuile, juste à côté de Doussard, et William Brett Martin s'y rend tous les 2 mois environ. Il adore faire du VTT, et quand il est en Haute-Savoie, il profite un maximum du cadre pour gravir de nombreuses routes. William Brett Martin est un jeune retraité de l'armée britannique. Ancien pilote de chasse de la Royal Air Force, il a quitté l'armée en 1988. Il a exercé comme pilote dans le civil jusqu'en 2009, puis s'est reconverti en consultant et formateur dans l'aéronautique. Le matin du mercredi 5 septembre 2012, William Brett Martin est devant son ordinateur. Après le déjeuner, à 14h34 précisément, il envoie un dernier mail. Il a déjà enfilé sa tenue de vélo. Il ne lui reste plus qu'à prendre son sac à dos noir et orange. Quelques minutes plus tard, William Brett Martin est dehors, prêt à pédaler. Il enfourche son VTT. Le cycliste anglais passe devant la petite église de La Tuile et continue vers le village de Chevaline, en direction de la Combe-d'Ir, une route forestière qu'il connaît bien et qu'il a d'ailleurs déjà empruntée la veille. En traversant Chevaline, William Brett Martin aperçoit un cycliste au maillot blanc, rouge et noir qui arrive de Doussard. C'est Sylvain Mollier. Il roule à vive allure, lui aussi en direction de la Combe-d'Ir. William Brett Martin estime qu'il est à ce moment-là environ 15h10. Ex-triathlète de bon niveau, William Brett Martin est largement capable de gravir une route de montagne comme la Combe-d'Ir sans s'arrêter à chaque virage. Mais Sylvain Mollier est plus rapide. Son équipement est plus léger aussi. Il a un vélo de route et son poids fait toute la différence, surtout en montée. Impossible pour le cycliste anglais de tenir la cadence. William Brett Martin essaie quand même, mais il le perd rapidement de vue. Au tiers de la montée, l'ancien pilote de chasse dépasse un autre cycliste, âgé d'environ 60 ans, qui pousse son vélo à pied. À la moitié de la montée, il est dépassé à son tour par un break BMW rouge bordeaux, celui des Halili. Quelques minutes plus tard, William Brett Martin arrive sur le parking du Martinet. Damien, William Brett Martin remarque tout de suite que le break BMW Bordeaux est celui qu'il a dépassé quelques instants plus tôt. Oui, il le reconnaît tout de suite. D'abord, il n'y a pas d'autres voitures sur le parking à ce moment-là. Et il voit que cette voiture est garée en marche arrière, que le moteur semble s'être emballé. Il dira comme si le conducteur appuyait à fond sur l'accélérateur. Il dit aussi que les roues tournent dans le vide puisque la voiture a reculé jusque dans un petit fossé. Il ajoute enfin qu'une odeur de caoutchouc brûlé assez forte flotte dans l'air. Il se retourne, il voit un homme à terre et il reconnaît le cycliste qu'il avait dépassé un peu plus tôt dans Chevaline. Oui, l'homme qui s'était engagé sur la Combe juste avant lui et qui l'avait distancé au fur et à mesure de la montée, il le découvre allongé sur le dos, inanimé à environ 100 mètres
une trentaine de centimètres, donc tout près de l'avant gauche de la BMW. Le corps est positionné à 45 degrés par rapport à la route. Sa première impression, quand il va découvrir cette scène, c'est qu'il s'agit d'un accident de la route entre la voiture, la BMW, et le cycliste. Il va ensuite s'approcher de la fillette blessée qui est au sol. Elle ne bouge pas, elle saigne. Brett Martin se penche, prend son pouls et constate qu'elle est vivante. Il dit qu'à ce moment-là, il la prend dans ses bras pour la déposer sur le parking, puisqu'à ce moment-là, elle est au milieu de la route. Donc, pour sécuriser, il va la déposer sur le parking et il va aussi la mettre, dit-il, en position latérale de sécurité, ce qui est un geste de secouriste. Ensuite, il va aussi éloigner le cycliste de la voiture, de peur que celle-ci ne lui roule dessus, puisque le moteur est toujours en train de tourner. Et c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que le cycliste en question est mort. Il n'a plus de pouls, il a les yeux ouverts et le regard fixe. Pendant ce temps, la voiture tourne encore. Oui, et William Brett Martin raconte aux gendarmes qu'il va à ce moment-là prendre la décision d'éteindre la voiture. Donc il va s'approcher, il va s'apercevoir que le volant est à droite, c'est une conduite anglaise. Il vient à la hauteur de la portière conducteur, la vitre est déjà étoilée, il va exercer une légère pression dessus, la vitre se casse. Il peut donc passer son bras à l'intérieur de l'habitacle, il tourne la clé et coupe le moteur. C'est là que William Brett Martin voit les deux autres victimes à l'arrière du véhicule. Et qu'il réalise à ce moment-là qu'on n'est plus du tout sur une scène d'accident de voiture. Donc il veut appeler les secours, il n'a pas de réseau, donc il va prendre son vélo pour redescendre 500 mètres plus bas environ. C'est là qu'il va croiser la route de Philippe qui monte en voiture avec ses amis. Il le prévient qu'en haut, il y a une scène effroyable avec des morts, mais il ne précise pas à ce moment-là les gestes qu'il a effectués à l'occasion de cette découverte. Et ce que les gendarmes, eux, vont comprendre assez vite quand ils vont entendre William Brett Martin, c'est qu'en fait, il a passé plusieurs minutes à modifier en profondeur la scène de crime. Il a bougé des corps, il a éteint la voiture et il a laissé ses propres empreintes partout. Devant les enquêteurs, William Brett Martin précise n'avoir entendu aucun coup de feu. Son sac à dos est fouillé. Il ne contient rien de suspect. Le cycliste anglais est interrogé plus précisément sur les autres personnes qu'il aurait pu croiser sur la route de la Combe-d'Ir, en plus de Sylvain Mollier et Déa Lilly qui l'ont dépassé. Il parle d'un 4x4 vert foncé, conduit par des agents de l'ONF, l'Office national des forêts, un organisme chargé en France de la gestion des forêts publiques. Il les voit juste avant un petit pont, aux 2/3 de la montée. La voiture descend rapidement en direction de Chevaline. William Brett Martin s'en souvient bien, car le 4x4 est passé à 30 cm de lui et il a été marqué par cette conduite un peu agressive selon lui. 5 minutes plus tard, il croise une moto blanche qui descend doucement. Le conducteur porte un casque intégral blanc avec une visière baissée et des vêtements noirs. William Brett Martin a le sentiment qu'il veut lui parler, car il ralentit à son niveau. Mais finalement, le motard poursuit sa route sans s'arrêter. Les enquêteurs de la section de recherche de Chambéry estiment qu'il est alors 15h38. Quelques secondes plus tard, William Brett Martin arrive sur le parking du Martinet et découvre la tuerie. La suite lui occasionne un tel choc qu'il n'est pas vraiment en mesure de donner des détails sur le motard. Il se rappelle seulement que c'était une moto blanche avec un phare rond et 2 valises sur les côtés. Mais il a surtout focalisé son attention sur la voiture Déa Lilly, son moteur emballé et la petite fille qui bougeait encore. Les gendarmes doivent retrouver et auditionner toutes les autres personnes qui se trouvaient sur cette route entre 15 et 16 heures ce mercredi 5 septembre. En plus de William Brett Martin, donc, désormais témoin numéro 1, il y a Philippe, arrivé en 2e sur les lieux de la tuerie, avec sa voiture et ses 2 amis, ainsi que le cycliste qui faisait une pause sur la route menant au parking. Il y a les agents de l'ONF et le fameux motard. Il y a aussi un homme, localisé par un hélicoptère des gendarmes environ 2h30 après la fusillade. Quand il est repéré, à 18h45, il est au niveau d'une ferme de l'autre côté de la Combe-d'Ir, sur le chemin de randonnée qui continue après le parking. Il porte un sac à dos. Les gendarmes l'interpellent. Il s'appelle Michael et est de nationalité anglaise, lui aussi. Étonnante coïncidence. Il est héliporté jusqu'à la gendarmerie de Faverges. Son audition peut commencer. Damien, que dit cet homme aux gendarmes ? Alors, il leur confirme qu'il est bien ressortissant britannique, qu'il voyage seul, à pied, qu'il est arrivé en France le 1er septembre par l'Eurostar. Après, il s'est déplacé jusque dans l'Aisne, puis dans l'Aube, puis dans l'Ain, et il est arrivé finalement en train à Annecy
la veille des faits, le 4 septembre 2012. Le 5 septembre 2012, il est parti de son camping, en dessous de Saint-Joriot sur le lac d'Annecy, entre 10h45 et 11h. Toujours à pied donc, en longeant le lac sur une route parallèle, il s'est arrêté pour déjeuner 1 ou 2 kilomètres, dit-il, après Doussard, près d'un petit pont. Il en est reparti, selon son récit, vers 14h10, dans le but de se rendre jusqu'à Jarzy ou Saint-Pierre-d'Albigny, en tout cas de l'autre côté du col de Chérel. Il est donc passé à pied sur la Combe d'Ir et a priori, il a traversé le parking du Martinet un peu avant 15h. Alors, si on suit son récit, c'est ça. Donc, il est donc passé sur ce parking avant la fusillade, puisqu'on estime l'horaire de cette fusillade entre 15h30 et 15h45. Il explique qu'avant d'arriver sur ce parking, il a été dépassé par 2 motos de route et quelques minutes plus tard par un cycliste avec un vélo tout-terrain qui lui a dit « hello » en passant. Quand il arrive, lui, ce marcheur britannique au parking du Martinet, les 2 motos sont arrêtées sur place, le cycliste aussi, ils parlent ensemble. Donc lui, il va continuer sa route après le parking et il sera dépassé plus tard, donc sur la partie de la route qui est interdite à la circulation, par un autre véhicule blanc avec une petite remorque. Ce qui ressemble trait pour trait à la description d'un des véhicules de l'Office national des forêts. Vers 18h30, l'hélicoptère de la gendarmerie le récupère. Oui, et donc même si probablement il n'était pas très loin du parking au moment de la tuerie, au moment des coups de feu, il certifie aux gendarmes qu'il n'a rien entendu, à part le bruit lointain d'une tronçonneuse. Il va ensuite leur préciser au cours de l'audition qu'il a l'habitude de voyager seul. Il explique qu'il a des antécédents de dépression, mais qu'il n'a pas vu de médecin depuis 3 ans, et que le but de son voyage, c'était de traverser en partie la France et d'aller jusqu'à Toulon, dans le Var. Alors, les gendarmes vont évidemment, au terme de l'audition, faire un certain nombre de prélèvements. D'abord, ils vont chercher s'il y a des résidus de tir sur ses mains ou sur ses vêtements, et ils vont également faire un prélèvement de cellules buccales, et il va être ensuite relâché. D'autres témoins potentiels intéressent les enquêteurs. Après avoir découvert la scène de crime et constaté avec Philippe et ses 2 amis que la petite Zainab semblait morte, William Brett Martin et les passagers du berlingot gris quittent le parking du Martinet. En redescendant la Combe d'Ir, ils informent les promeneurs qu'ils croisent qu'il ne faut pas monter et que le mieux est de retourner au niveau de l'ancienne scierie. Le cycliste qu'ils ont vu, arrêté dans la montée et assis sur le muret, est toujours là. Mais cette fois-ci, il est accompagné d'un autre homme, avec un chien. Les 2 sont entendus. Le premier s'appelle Michel. Il est à la retraite depuis 3 ans et est actuellement en vacances dans un camping voisin. Il estime être arrivé au niveau de la scierie aux environs de 14h50. Un peu moins d'1 heure donc, avant le début supposé de la fusillade. En montant en direction du parking, il a été doublé par Sylvain Mollier qui roulait vite. Michel est alors toujours sur son vélo. Mais la vitesse de Sylvain Mollier l'impressionne et le démoralise un peu. Il dira même aux enquêteurs que ça lui a coupé les pattes. Michel descend de son vélo et se met à le pousser. C'est alors que William Brett Martin le double à son tour, environ 5 minutes après Sylvain Mollier. Michel s'arrête pour faire une pause. Là, il est dépassé par une moto qui monte en direction du parking. 10 ou 15 minutes plus tard, elle repasse devant lui en descendant. Le pilote est casqué, visière levée, avec des lunettes de vue. C'est probablement le même motard que celui signalé par William Brett Martin. Environ un quart d'heure après le 2e passage de la moto, Jacques, un homme qui vit à 2 km de la Combe d'Ir, passe en voiture avec son chien et croise Michel. Il a prévu de monter jusqu'au parking du Martinet, mais comme Michel semble essoufflé, il s'arrête pour lui demander s'il va bien. Une conversation s'engage entre les 2 hommes. Elle est interrompue par le berlingot gris de Philippe et le VTT de William Brett Martin qui, en descendant, s'arrête à leur niveau. Les premiers témoins les préviennent qu'il y a eu un drame plus haut. Comme les autres, Michel et Jacques font demi-tour. Damien, dans sa déposition, William Brett Martin a évoqué un 4x4 de l'ONF, mais la plupart des autres témoins n'en parlent pas. C'est pas complètement illogique dans la mesure où, a priori, William Brett Martin était sur la route avant les autres témoins entendus, et comme il a vu le 4x4 descendre, ce 4x4 il peut tout à fait être sorti de la combe avant que les autres témoins ne soient rentrés à l'intérieur de cette combe.
Tout ça reflète la fragilité du témoignage humain dans ce type d'enquête. C'est-à-dire que de bonne foi, certains témoins peuvent prétendre avoir vu quelque chose à 1 heure, alors qu'en fait, en comparant les autres dépositions, on se rend compte que à la même heure, des témoins n'ont pas vu la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un de mauvaise foi, un de bonne foi. Ça veut dire que, encore une fois, ça démontre la fragilité de ce type de témoignage. Les véhicules de l'ONF qui sont mentionnés sont faciles à retrouver. Oui, l'ONF c'est un organisme public, donc il suffit de savoir qui était de service ce jour-là et qui est allé sur cette route à cette heure. Les enquêteurs vont facilement retrouver les agents qui étaient en service cet après-midi-là. Ils sont 3. Ils réalisent à l'époque un chantier d'entretien de la route de la Combe et ils circulent dans 2 4x4 qui sont siglés ONF. Ces agents racontent qu'à 15h25 précisément, ils s'en souviennent, ils sont partis d'un point au-dessus du parking du Martinet pour descendre la route. Exactement, ils sont répartis dans 2 voitures. La première repart avec un agent seul et la deuxième, quelques minutes plus tard, le temps de charger les outils dans la voiture, repart donc avec 2 agents. Celui qui est parti en premier, il descend assez rapidement. Lui, il évalue sa vitesse à 40 ou 50 km/h, ce qui sur une petite route de montagne assez peu carrossable est déjà beaucoup. Il dit qu'il se dépêche parce qu'il avait prévu d'être au dépôt à 15h30, donc il est en retard. La deuxième voiture descend plus lentement et ces 2 occupants vont expliquer qu'à environ 200 ou 300 mètres avant le parking du Martinet, donc ils sont encore au-dessus du parking, ils ont bien croisé un motard alors que cette route est en principe interdite à la circulation des véhicules à moteur. Après avoir croisé le motard, l'agent dans la première voiture passe et continue sa route. Mais la deuxième voiture ralentit au niveau du motard qui s'arrête. Il a levé sa visière, témoigne un des agents de l'ONF, et a demandé sa route s'il était dans un cul-de-sac. Je lui ai dit oui, sauf pour rejoindre le col de Chérel. Je lui ai dit que la route était interdite à la circulation. Là, il était plutôt gêné. Il a dit « je vais faire demi-tour ». Manifestement un peu agacé, le motard fait demi-tour. Puis la voiture le perd rapidement de vue, car elle roule plus vite. L'autre agent, également présent dans ce véhicule ONF, poursuit sur procès-verbal. Cela ne nous a pas choqués car il avait vraiment l'air d'un gars qui se promenait. Ensuite, après avoir croisé cette moto, nous avons poursuivi notre chemin. Nous sommes passés devant le parking du Martinet qui était vide. Ces 2 derniers jours, il y avait beaucoup de voitures. Et là, nous nous sommes fait la réflexion qu'il n'y avait personne en montagne aujourd'hui. L'agent raconte qu'environ 2 km plus bas, ils ont croisé un break qui arrivait assez vite pour le gabarit de la route. Quand il nous a vus, dit-il, il s'est arrêté pour nous laisser passer car cela ne passait pas à 2 véhicules. Il s'est serré légèrement sur le bas-côté et nous avons été obligés de faire de même. Nous nous sommes croisés à une dizaine de centimètres et nous sommes passés vraiment au ralenti. C'est là que les agents voient que le volant de la voiture est à droite. Le conducteur leur fait un signe de la main, ils disent qu'il a environ une 40aine d'années et qu'à côté de lui, il y a une fille de 10-12 ans. Il était poli et nous a fait un signe de la main pour nous remercier de s'être serré, poursuit l'agent. Nous avons continué notre route sans faire plus attention. Un peu plus bas, les agents croisent Sylvain Mollier, puis Michel, le retraité à vélo, serré sur le bas-côté. Ces témoignages collent donc avec celui de William Brett Martin d'une part, et avec ceux de Philippe et ses 2 amis d'autre part. Damien, ce qui est dingue, c'est que les gens qui étaient à proximité immédiate n'ont rien entendu, aucun coup de feu. En tout cas, ni William Brett Martin, ni les agents de l'ONF, ni Philippe et ses 2 amis en voiture, ni l'autre cycliste Michel n'ont effectivement entendu un quelconque bruit de coup de feu ou de déflagration, ce qui est très étonnant parce qu'ils sont les plus proches de la scène de crime. Il va en revanche résulter de la vaste enquête de voisinage des gendarmes que des détonations ont été entendues depuis une maison de retraite qui se trouve assez loin. Et alors, les gens de la maison de retraite datent ces coups de feu à 16h20, 16h30, ce qui n'est pas du tout l'heure de la tuerie. Il y a 1 heure d'écart, alors ils se sont peut-être trompés d'heure. Il y a aussi une habitante de Doussard, qui est quand même assez loin du lieu des faits, qui indique, elle, avoir entendu des déflagrations de manière enchaînée, sans interruption ni reprise, et elle donne comme heure environ 15h30, ce qui là correspond en revanche à l'horaire de la tuerie. Donc tous ces témoignages, ils sont un peu perturbants parce que ceux qui sont près de la scène n'ont rien entendu et quelques témoins qui se trouvent beaucoup plus loin ont entendu des coups de feu, mais pas forcément à la bonne heure. Alors c'est aussi le problème des sons en montagne. On peut être près d'une scène et ne rien entendre, et avec l'écho, avec la réverbération sur les parois de montagne, le bruit peut bouger un peu plus loin. Mais voilà, c'est pas des témoignages qui permettent d'avancer vraiment. Les agents de l'ONF décrivent la moto qu'ils ont croisée de la même manière que William Brett Martin. Ils parlent d'une moto
blanche avec 2 porte-bagages latéraux gris sur l'arrière, les fameuses valises qu'évoquait William Brett Martin. Il confirme aussi que cette moto dispose d'un phare rond à l'avant. Ils ajoutent que le pilote portait un casque intégral noir avec une visière teintée et fermée et un équipement complet de motard de couleur noire. Ces témoignages sont intéressants à plusieurs titres. Ils permettent surtout d'établir que quand les agents de l'ONF passent sur le parking du Martinet, il n'y a selon eux personne, ni voiture avec des touristes anglais à l'intérieur, ni cyclistes. Dans leur dos à ce moment-là, il y a donc le motard, celui qui s'est engagé sur le chemin et qui a fini par faire demi-tour, qui va donc passer sur le parking un peu après eux. En descendant, les agents de l'ONF vont croiser la voiture, la BMW des Halili qui monte. Ça veut dire que le motard et les Halili se sont croisés un peu plus haut, à proximité directe du parking. Surtout, ça fait ressortir un détail de l'audition de William Brett Martin. Oui, parce que les agents de l'ONF sont les premiers finalement à expliquer que cette fameuse moto blanche était au-dessus du parking du Martinet et qu'elle est donc forcément repassée sur ce parking en redescendant. Or, au cours de sa toute première audition, William Brett Martin dit aux enquêteurs que lui croise la moto qui descend depuis le parking, donc sur la route de la Combe d'Ir, et que quasiment en même temps, à peine quelques secondes après, selon lui, il aperçoit au loin la fillette qui fait quelques pas, pousse un cri et s'effondre. Ça signifie donc qu'au moment où William Brett Martin croise le motard, il est tout près du parking du Martinet et que l'agression vient donc d'avoir lieu, que la fusillade vient d'avoir lieu. Donc, ce motard, ce mystérieux motard sur cette moto blanche, il est soit passé à côté direct du carnage sans s'arrêter, soit, et à ce stade c'est quand même le plus probable, il s'agit du tueur. Le motard est activement recherché. De nombreuses investigations sont menées sur les détenteurs de motos correspondant aux modèles décrits par les employés de l'ONF et par William Brett Martin, ainsi que sur les sociétés vendant des casques similaires à celui qu'il portait. 4 hommes sont entendus longuement, puis relâchés. Tous ont pu démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans la tuerie de Chevaline. La vidéosurveillance du distributeur de la Banque du Crédit Agricole de Doussard est exploitée, sans succès. Les propriétaires de motos habitant sur les communes de Doussard et Chevaline sont également auditionnés. Mais là encore, rien de probant. Chevaline est un petit village de montagne comme il en existe des dizaines en Savoie. Une route principale, un clocher, des maisons en pierre. 150 habitants pour 300 vaches, résume le maire. Il n'y a pas d'école, pas de commerce, pas de camping, pas de faits divers. Chevaline, c'est le calme absolu dans un cadre bucolique. Ces assassinats d'une violence inouïe ont été commis au fond d'une route en cul-de-sac, en plein jour, sur un lieu de passage fréquenté où se croisent automobilistes, cyclistes et randonneurs. Pourtant, aucun témoin oculaire n'est en mesure d'éclairer les faits. Sauf peut-être Zainab, la fille aînée, âgée de 7 ans. Mais pour le moment, elle est toujours hospitalisée et ne peut pas parler. Pendant que les gendarmes français avancent, la presse britannique multiplie les critiques. L'histoire de la petite Zina, 4 ans, trouvée au bout de 8 heures est prétexte à tourner les enquêteurs français en dérision. Comment des hommes formés à ce genre de situation peuvent-ils être aussi naïfs ? Questionnent les tabloïds anglais. Damien, il y a un passif sur les crimes touchant des citoyens anglais et commis en France. Il y a surtout une affaire qui a marqué, c'est l'affaire Dominici qui a eu lieu 60 ans avant la tuerie de Chevaline. C'était le meurtre de la famille Drummond. Une histoire d'ailleurs finalement qui a quelques similitudes avec cette tuerie. Il s'agissait d'une famille qui était en vacances, qui s'était garée pour camper sur une propriété et qui a été retrouvée massacrée, on l'a dit, alors par Dominici qui était le propriétaire du terrain en question. Ça a été une affaire à rebondissement avec des soupçons d'erreur judiciaire, mais c'est quelque chose qui a profondément marqué les relations, j'allais dire, judiciaires entre la France et l'Angleterre. Il y a aussi le viol et le meurtre de la petite Caroline Dickinson. Elle était 96 en Bretagne. Elle était venue en vacances. Elle a été violée et tuée dans une auberge de jeunesse. On a d'ailleurs consacré un crime story à l'affaire Dickinson. Donc tout ça ont été des histoires qui ont un peu marqué et surtout abîmé les relations entre la police française et l'Angleterre. Dès le jeudi 6 septembre, lendemain de la tuerie, les enquêteurs investissent la maison de la famille Halili en Angleterre, à Claygate.
Oui, ça fait partie de l'enquête. On va essayer de se renseigner un petit peu sur ces victimes. Donc la Maison Blanche à Colombage de Claygate est perquisitionnée. C'est une maison plutôt coquette avec des briques sur la partie du rez-de-chaussée, des grandes vitres, des grandes baies vitrées. Très belle maison. Leur objectif aux enquêteurs, c'est de recueillir des traces ADN pour identifier d'abord formellement les 3 personnes qui sont mortes dans la tuerie, même si à ce moment-là, leur identité ne fait déjà plus guère de doute. Au passage, il recueille les premiers témoignages des connaissances de la famille Halili. Oui, c'est l'enquête type de voisinage. Les habitants de Claygate qui ont fréquenté la famille Halili ne lui connaissent aucun ennemi. Des gens charmants, disent-ils, qui discutaient bien, selon une maman d'élève. Saad, c'était la gentillesse même, dit son plus proche voisin. Après avoir rencontré Iqbal à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, il y a une dizaine d'années, Saad s'était donc installé dans cette ville avec son épouse, avec leurs 2 filles. Ses parents à lui, Saad, vivaient encore à l'époque. Sa mère est morte la première, juste avant son mariage avec Iqbal. En revanche, le père de Saad, lui, il est mort juste 1 an avant la tuerie, en 2011. Et ça, ce n'est pas un événement neutre. Non, ce n'est pas un événement neutre, et ça va tellement intéresser et interpeller les enquêteurs que ça va même devenir une piste. Vous venez d'écouter le 3e épisode sur 6 de notre série « Les fantômes de Chevaline ». Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquirotti, Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Clémentine Spiller. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Rédacteur en chef, Jules Lavie. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les documents que nous avons cités et vous pouvez écouter dès maintenant la suite de ce podcast dans le 4e épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.